Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 17 juin 2025. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée au tourisme, mais on va naturellement commencer par Israël et l'Iran. Israël a affirmé mardi avoir visé des sites militaires en Iran et avoir tué un haut gradé lors de nouvelles frappes aériennes auxquelles Téhéran a riposté par des tirs de missiles au 5e jour de confrontation entre les deux ennemis. Un commentaire. L'armée israélienne a annoncé avoir tué un important commandant militaire iranien, Ali Shadmani, dans une frappe nocturne menée sur un centre de commandement au cœur de Téhéran. Elle a également déclaré avoir mené dans la nuit, dans l'ouest de l'Iran, plusieurs frappes de grande envergure, lors desquelles des dizaines d'infrastructures de stockage et de lancement de missiles sol-sol ont été touchées, tout comme des lanceurs de missiles sol-air et des sites de stockage de drones. L'Iran a de son côté affirmé avoir détruit dans la nuit des cibles stratégiques à l'aide de drones à Tel Aviv et à Haïfa, la grande ville du nord d'Israël, et avoir notamment frappé le Mossad, le service de renseignement extérieur israélien à Tel Aviv. Des explosions ont été entendues mardi matin en Israël, des missiles et des éclats d'obus sont tombés dans la région de Tel Aviv sans faire de blessés. Téhéran a promis de bombarder Israël sans relâche pour mettre fin à l'attaque israélienne d'une ampleur sans précédent menée depuis le 13 juin avec l'objectif affiché d'empêcher l'Iran de se doter d'armes atomiques. Depuis vendredi, l'aviation israélienne a visé des centaines de sites militaires et nucléaires et tué plusieurs hauts gradés iraniens. Des civils ont aussi été tués dans les deux pays par des frappes qui ont atteint des zones urbaines et détruit des immeubles. En Iran, les frappes israéliennes ont fait au moins 224 morts et plus d'un millier de blessés selon un bilan officiel établi dimanche. Selon le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, les salves de missiles et de drones tirés en représailles par l'Iran ont fait au moins 24 morts en Israël. Et pour essayer d'analyser et de comprendre la situation entre Israël et l'Iran, nous avons en ligne M. Mahmoud Sebet, analyste politique. Bonsoir, M. Sebet. Monsieur Sebet, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre analyse de la situation et quel est le développement de la situation au cours de ce 5e jour de conflit entre Israël et l'Iran? Alors je pense qu'actuellement, l'Iran a plus ou moins brisé les défenses israéliennes, dans le sens que les missiles, les fusées antiaériennes ont été surmontés par la quantité de missiles qui sont rentrés en Israël et ont frappé en Israël. Actuellement, ça a l'air que les États-Unis ont pris une décision de peut-être rentrer dans l'affaire et rentrer dans cette guerre. On ne sait pas encore, ça a l'air un peu dans le vent, mais entre-temps, il y a des éléments militaires américains qui rentrent dans cette région. Et c'est une développement très dangereuse. Et à votre avis, Monsieur Sebet, comment ce système inébranlable, comme l'a toujours dit Israël, a pu être transpercé de cette manière par l'Iran? Ça a été transpercé seulement par la quantité de missiles iraniens qui frappent sur Israël. Les Israéliens n'ont pas assez de fusées et même la production de ces fusées est très limitée. Ils ont pu remplacer ce qu'ils ont
dépensé avant, mais tout ça a été plus ou moins utilisé maintenant. Je pense que leurs réservoirs de fusées sont vides. Et c'est plutôt ça qu'ils ont pu, c'est comme ça qu'ils ont pu surmonter cette défense. Oui, mais à votre avis, Israël, avec tout son système de renseignement, n'a pas pu être informé sur la nature des missiles que l'Iran allait utiliser? Ils ont complètement sous-estimé l'Iran. On a vu ça même qu'ils ont décidé d'attaquer l'Iran avec cette agression qu'ils ont fait. Ils ont pensé que s'ils ont pu éliminer les chefs de certains départements de l'armée et la garde iranienne, qu'il y aura une révolution en Iran. Et c'est une fantaisie, ça. Au contraire, ils ont plus ou moins poussé le peuple iranien d'être complètement avec leur gouvernement à cause de ça. C'est une agression après tout. Et quels sont les dégâts que l'Iran a pu causer à Israël pour le moment? Pour le moment, ils ont brisé les éléments d'électricité à Haïfa. Ils ont attaqué certainement, ils ont éliminé les quartiers généraux des renseignements de Mossad et Amman. Amman, c'est la sûreté militaire, les renseignements, directoire de renseignement militaire de l'armée israélienne. Leur facilité a été complètement détruite. Ça, c'était aujourd'hui. Et aussi celle de Mossad. Et à part ça, on ne sait pas ce qu'ils ont frappé dans les autres éléments, ça veut dire dans des locations plus isolées. Parce que après tout, il y a une censure très très forte qui sort actuellement d'Israël. Oui. Et à votre avis, Monsieur Sebet, à quoi voulait parvenir Israël par son attaque à l'Iran? Je pense plusieurs choses. Premièrement, pour l'Iran, c'est la dernière puissance qui peut rentrer en défi contre Israël dans la région. Dans le sens que ce sont eux qui ont plus ou moins rentré en combat, après tout, et d'aider la résistance de Hamas en Gaza. Alors pour eux, l'Iran, c'est un ennemi acharné. Et depuis 35 ans, M. Netanyahou est en train de dire, après tout, il y aura une potentiel nucléaire en Iran. Il faut arrêter ça tout de suite. Mais à vrai dire, l'Iran a évité de rentrer dans ce genre de développement. Ils ont les moyens. Ils peuvent mettre quelque chose en marche assez vite, mais ils n'ont pas vraiment rentré dans la production d'armes nucléaires. Alors c'est un prétexte, comme le même prétexte qu'ils ont utilisé pour rentrer en Irak contre Saddam Hussein. Oui, mais maintenant, à ce moment où Israël n'a pas encore terminé son conflit avec le Hamas, elle s'engage dans un autre conflit? Oui, il y a plusieurs raisons pour ça. Netanyahou, sa carrière est sur la table. S'il démissionne, si le gouvernement change, il sera tout de suite mis en prison pour des charges de corruption. Le Parlement allait voter une vote de non-confiance en son gouvernement. Ça veut dire qu'il allait être démissionné et à ce moment-là, son gouvernement aurait été fini. Alors, au moment qu'il rentre dans une guerre, tout ça est plus ou moins mis à côté. Alors, dans un très vrai sens, M. Netanyahou a rentré dans cette guerre pour survivre sa vie politique. Et c'est plutôt c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons qu'ils ont déclenché cette guerre de la façon qu'ils l'ont déclenchée. Bon, et quels sont les derniers développements de la situation maintenant? Actuellement, on va voir si les États-Unis vont rentrer dans cette guerre ou pas. S'ils rentrent, ce sera vraiment une catastrophe
et un danger d'élargir cette guerre comme une guerre générale. C'est ça le danger actuellement. Mais est-ce que vous pensez que les États-Unis peuvent s'engager dans une telle guerre maintenant, alors que les États-Unis ont suffisamment de problèmes? On va voir, mais Israël a une certaine influence sur les décisions politiques des affaires étrangères des États-Unis depuis très longtemps. Il y a bien sûr aux États-Unis une certaine résistance à cette idée. Il y a même deux camps de résistance là-dessus, mais on va voir si M. Trump va rentrer ou pas. Et ces dernières déclarations ont été assez menaçantes après tout. Bon, il a évité la population de Téhéran de s'évacuer. Justement, plusieurs pays européens ont appelé leurs ressortissants à évacuer Israël. Est-ce que ces évacuations ont commencé à prendre place? Oui, bien sûr. La population civile iranienne de la ville de Téhéran était en train d'essayer de sortir de la ville de Téhéran actuellement. Il y a des énormes, un énorme trafic de voitures qui essayent de sortir de la ville. Est-ce que ça veut dire que c'est une prélude d'une attaque sur la ville de Téhéran en utilisant des armes sérieuses? On ne sait pas. Oui, mais sortir pour aller où? Et sortir dans quelle direction? Sortir au moins de la ville, ailleurs. Oui, ailleurs, c'est-à-dire une autre ville, quelque chose comme ça. À votre avis, comment on va évaluer la situation dans les jours qui viennent? Moi, je pense qu'actuellement, il y a une possibilité 50% sur 50% que les États-Unis vont rentrer dans l'affaire. S'ils ne rentrent pas, ils se dégagent. M. Netanyahou n'a pas le choix que de commencer à se sauver de la situation. Se sauver par des négociations, se sauver comment? Négocier oui, ce sera plutôt la Russie et la Chine qui rentrera d'être les intermédiaires, donc quelque chose comme ça. Parce que les États-Unis vont se mettre ailleurs. Ou les États-Unis vont rentrer tout de suite avec tout, ou ils vont se mettre en distance de ce qui se passe. Monsieur on ne sait pas, avec M. Trump, c'est un peu dans l'air, comme ça. Pardon? On verra dans les jours qui viennent, M. Mahmoud. Oui, la situation développe si vite que chaque 24 heures, c'est quelque chose de complètement différent. Exactement, et nous allons suivre les développements. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et on poursuit avec une nouvelle concernant le ministre des Affaires étrangères et la ministre de l'Environnement. Le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, Dr Badr Abdelghati, a reçu la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued. Au cours de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères a adressé ses félicitations à Madame Yasmine Foued à l'occasion de sa nomination au poste de secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Il a souligné que cette nomination reflète ses compétences exceptionnelles ainsi que l'estime dont elle jouit à l'échelle internationale. Donc, félicitations à Madame Yasmine Foued, ministre de l'Environnement. On va passer maintenant à un autre reportage concernant le tourisme, puisqu'on va commencer ce dossier. Les exportations égyptiennes ont enregistré 12,67 milliards de dollars au premier trimestre de 2025, soit une hausse de 27% par rapport à la même période l'année passée. Dans le cadre de son plan d'augmentation des recettes en dollars, le gouvernement s'est fixé pour objectif de porter les exportations à 145 milliards de livres égyptiennes d'ici 2030. Les détails.
Les exportations égyptiennes ont enregistré 12,67 milliards de dollars au premier trimestre de 2025, a déclaré le chef de l'autorité de contrôle des exportations et des importations, Aissam El-Naggar. Il s'agit d'une hausse de 27% par rapport à la même période l'année passée. Le chef de l'autorité de contrôle des exportations et des importations a attribué cette augmentation aux mesures prises par l'État pour créer un climat propice à l'investissement. Dans le cadre de son plan d'augmentation des recettes en dollars, le gouvernement s'est fixé pour objectif de porter les exportations à 145 milliards de livres égyptiennes d'ici 2030. Le budget 2024-2025 prévoit de subventions aux exportations à hauteur de 44,5 milliards de livres. En 2024, les exportations égyptiennes enregistraient une augmentation annuelle de 5,4% avec 44,9 milliards de dollars, selon les données de la Campass publiée en mars. Le dossier des exportations connaît des avancées prudentes mais satisfaisantes. Le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan El-Khatib, a récemment annoncé que les recettes des exportations égyptiennes en 2024 avaient dépassé pour la première fois la barre des 40 milliards de dollars pour se chiffrer à 40,8 milliards en 2024 contre 35,7 milliards en 2023, soit une hausse de 14%. Selon Hassan El-Khatib, l'Égypte est sur le bon chemin pour réaliser l'objectif étatique visant à atteindre des recettes d'exportation de 145 milliards de dollars d'ici 2030. Cette annonce intervient dans le cadre d'un contexte mondial très tendu, comme le témoigne la situation dans la région. Toujours avec le tourisme, l'Égypte ambitionne de franchir un cap majeur dans son secteur touristique en atteignant 30 milliards de visiteurs d'ici 2028, soit le double du nombre enregistré en 2024. Pour atteindre cet objectif, le pays mis sur une modernisation de grande envergure de ses infrastructures afin d'accompagner la montée en puissance du flux touristique. Un reportage. En 2024, l'Égypte a accueilli 15,7 millions de touristes, surpassant le record de 14,9 millions établi en 2023, selon le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi. Ce chiffre marque une hausse de 5% par rapport à 2023 et positionne l'Égypte comme la deuxième destination touristique en Afrique, derrière le Maroc. Les revenus touristiques ont atteint environ 14 milliards d'euros en 2024, contre 6,5 milliards en 2014, reflétant une croissance spectaculaire sur une décennie. Le premier semestre 2024 a déjà enregistré 7 069 millions de visiteurs, un record pour cette période. Le gouvernement égyptien vise 30 millions de touristes annuels d'ici 2028, une ambition soutenue par la stratégie nationale pour le développement du tourisme lancée en novembre 2022. Cette stratégie repose sur 3 piliers: tripler la capacité aérienne, améliorer l'expérience touristique et encourager les investissements privés. Le tourisme, représentant 10 à 15% du PIB et soutenant 10% des emplois, reste un moteur économique clé. L'Égypte a considérablement renforcé ses infrastructures touristiques. En 2023, le pays a ajouté 14 209 chambres d'hôtel, portant le total à 220 000, soit une hausse de 10% par rapport à 2022. En 2025, le ministère du Logement vise à transformer la côte nord, notamment la région de Sidi Hnish, en un centre touristique mondial, avec 50% des nouvelles constructions dédiées aux hôtels. Cette initiative s'inscrit dans une vision de développement durable, intégrant des complexes résidentiels, hôteliers et de loisirs. L'inauguration officielle du Grand Musée égyptien près du Caire, prévue pour cette année, marque un tournant majeur. Ce musée, le plus grand au monde dédié à une seule civilisation, retrace l'histoire de l'Égypte antique jusqu'à l'époque romaine. Certifié comme le premier musée vert d'Afrique du Moyen-Orient en février 2024, il intègre des technologies durables. Le Grand Musée égyptien, avec la restauration des sites comme la Vallée des Rois et le Temple de Karnak, renforce l'attrait pour le tourisme culturel. L'Égypte cible en 2025 des marchés émergents comme l'Inde et renforce sa présence en Europe et dans
dans le Golfe. L'introduction d'un visa d'urgence à l'arrivée à l'aéroport du Caire dès juin 2025 facilitera l'accès pour les voyageurs spontanés. L'augmentation de la capacité aérienne avec de nouvelles liaisons vers l'Europe et l'Asie soutient cet objectif.